the court. Ukraine's case is straightforward. Russia accuses Ukraine of committing genocide. Ukraine denies that claim in the strongest possible terms, and we will prove it. Russia claims that in order to stop a non-existent genocide, it can invade a sovereign state, Ukraine. Ukraine rejects this baseless claim. My message to Russia is this: let us settle our dispute like civilized nations. Lay down your arms and put forward your evidence. Ukraine respects this court and follows its orders. Russia must as well. But if Russia will not return to international law on its own, the court has the power to act. With respect, the court has responsibility to act. Russia consented to your jurisdiction under the Genocide Convention. Now it is abusing and violating that convention in order to kill Ukrainians and destroy Ukraine. Russia must be stopped, and the court has a role to play in stopping it. That is why the people of Ukraine, the government of Ukraine, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, ask you respectfully but urgently to grant our request for provisional measures. Madam President, members of the court, Ukraine's Council here will explain why provisional measures are not only warranted, but vitally necessary. First, Professor Jean-Marc Touvenin will explain that the court has prima facie jurisdiction. Second, Mr. David Zayans will provide the factual background showing that Russia's allegations of genocide are absolutely false. Third, Ms. Marnichik will explain that the rights claimed by Ukraine in this case are at a minimum plausible, which is sufficient for provisional measures to be indicated. Fourth, Mr. Jonathan Gimblent will explain that the Ukrainian people are vulnerable in an urgent need of the court's protection. Fifth, Professor Harold Honju-Ko will explain the measures Ukraine requests and why those measures must be ordered. Finally, Ms. Oksana Zolotaryova, co-agent of Ukraine, will conclude and present Ukraine's closing statement and final submissions. On behalf of Ukraine, I thank the court for the urgency you showed in convening this hearing. I thank you, Madam President, for your urgent communication to the Russian Federation under Article 74, Paragraph 4 of the court rules. I thank the court in advance for your careful attention this morning, and I thank the court for being mindful of the extreme urgency which exists now as you deliberate. If ever there was a moment in which to exercise your power to order provisional measures, this is that moment. I now ask you to give the floor to Professor Jean-Marc Touvenin. Thank you, Mr. Korniewicz. I now invite Professor Jean-Marc Touvenin to take the floor. You have the floor, Professor. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, les avocats qui paraissent devant vous aiment à vous faire savoir combien ils sont honorés de le faire. Ce n'est pas qu'une politesse, c'est une évidence, tant l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, qu'est la Cour mondiale, inspire respect et confiance et donne un corps tangible à la conviction partagée par nombre de ceux qui prennent la parole à cette barre que le droit international n'est pas une vaine promesse. Aujourd'hui, le sentiment qui m'assaille, qui nous assaille tous, non seulement de ce côté-ci de la barre, mais partout en Ukraine et partout dans le monde, est celui de l'extrême urgence à entendre votre Cour prendre toute sa part dans l'action entreprise par les Nations Unies et le monde.
L'extrême urgence est de faire cesser, sans délai, la guerre de prévention d'un prétendu génocide et de répression de ces prétendus auteurs lancés contre l'Ukraine, ses dirigeants, contre son peuple, contre son identité, contre son existence même, par le président Vladimir Poutine le 24 février 2022, sous couvert de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Certains diront que le 24 février 2022 marque d'une pierre noire l'histoire de la Convention de 1948. En vérité, à cette date, la Russie l'a réduite en confetti. Votre Cour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, peut, et je crois qu'elle doit, en rétablir l'intégrité. Elle le fera, j'en suis convaincu, mais cela prendra du temps, et du temps, nous n'en avons pas. C'est pourquoi l'Ukraine demande à votre Cour d'agir vite en indiquant les mesures conservatoires qu'elle sollicite. Vous pouvez le faire, l'Ukraine croit que vous devez le faire. Toutes les conditions sont réunies pour cela. Je démontrerai, cela vous a été annoncé, que votre compétence, qui ne doit être vérifiée que prima facie, est établie. À ma suite, Maître Zions démontrera la totale vacuité des allégations de génocide proférées par la Russie. Puis Maître Tchik montrera que les droits dont la protection est recherchée par l'Ukraine, le droit de ne pas être victime d'une interprétation et d'une implication délirante de la Convention sur le génocide, le droit de ne pas voir son territoire dévasté et sa population terrorisée au nom de la Convention sur le génocide, ces droits revendiqués par l'Ukraine sont, selon la formule consacrée, à tout le moins plausibles. Maître Gimblett vous dira que nous sommes très malheureusement bien au-delà du risque de préjudice irréparable et qu'il y a extrême urgence, le terme est vraiment pertinent ici, à éviter davantage de morts et de destruction. Enfin, le professeur Coe expliquera pourquoi les mesures provisoires demandées par l'Ukraine sont appropriées dans les circonstances extraordinaires de l'espèce et le co-agent de l'Ukraine conclura. J'en viens donc à la compétence prima facie. À cet égard, Madame la Présidente, l'Ukraine relève que la Russie a décidé de ne pas se présenter devant vous sans donner la moindre justification. Je note que dans d'autres affaires, la Russie a défendu bec et ongles que vous n'aviez pas compétence. Aussi volubiles que furent alors ces adroits avocats, ici la Russie se tait. Vous y verrez la reconnaissance par la Russie qu'elle ne saurait contester la compétence prima facie de votre Cour. L'Ukraine est également de cet avis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, comme vous l'avez maintes fois rappelé, et encore tout récemment, je cite, « La Cour peut indiquer des mesures conservatoires si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais elle n'a pas besoin de s'assurer de manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire. » Fin de citation. Vos pouvoirs et compétences sont en l'espèce fondés sur l'article 36, paragraphe 1 de votre statut et sur l'article 9 de la Convention sur le génocide. Ce dernier texte est bien connu de la Cour, mais je le cite, « Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour internationale de justice à la requête d'une partie aux différends. » Fin de citation. La compétence rationnée personnée n'appelle aucun débat
la Russie et l'Ukraine sont l'une et l'autre parties à la Convention sur le génocide. Aucune n'a émis de réserve qui soit actuellement en vigueur. Pour ce qui est de la compétence rationnée matérielle, ce dont vous devez vous assurer au stade des mesures conservatoires est de l'existence prima facie d'un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention. Les points clés de votre jurisprudence concernant la notion de différend, rappelés dans les arrêts rendus dans les affaires des îles Marshall, peuvent être résumés comme suit. Un différend, on le sait tous, est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre des parties. Pour qu'un différend existe, il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre. Les points de vue des deux parties quant à l'exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales doivent être nettement opposés. Il s'agit d'une question de fond et non de forme ou de procédure qui appelle un examen des faits. À cette fin, la Cour tient notamment compte de l'ensemble des déclarations ou documents échangés dans des enceintes multilatérales, se faisant à l'accord d'une attention particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance. Le comportement des parties peut aussi entrer en ligne de compte, notamment l'absence d'échanges diplomatiques. Le désaccord ne doit en effet pas nécessairement être énoncé expressis verbis. Il est possible, comme dans d'autres domaines, d'établir par inférence quelle est en réalité la position ou l'attitude d'une partie. En particulier, la Cour a jugé que l'existence d'un différend pouvait être déduite de l'absence de réaction d'un État à une accusation dans des circonstances où une telle réaction s'imposait. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il est évident que l'Ukraine a bien des griefs à faire valoir à l'encontre de la Russie. Pour autant, ce qui est devant vous est un différend circonscrit. Il s'agit d'un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention sur le génocide. Il se matérialise sous deux aspects. La première manifestation de ce différend porte sur le fait que, selon la Russie, l'Ukraine a commis un génocide dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk. Cette accusation est au cœur de la décision du président de la Fédération de Russie du 24 février 2022. Elle est la seule justification juridique avancée par la Russie pour justifier l'attaque de l'Ukraine dans son ensemble. Cette accusation, grave, ne date pourtant pas du 24 février 2022. En fait, la Russie la profère de manière continue et de manière de plus en plus pressante depuis 8 ans, comme je vais maintenant le montrer. Avant de m'y atteler, Madame la Présidente, permettez-moi d'indiquer que tous les faits que je vais mentionner se trouvent dûment établis par des documents reproduits dans le dossier des juges, que vous pourrez consulter tout à votre aise. J'indique également que je citerai lesdits documents, dont certains sont en langue russe, dans une version française non officielle, mais que je crois fiable, afin de simplifier le travail des interprètes. Pour votre confort, une traduction en langue anglaise des documents en langue russe est également disponible dans le dossier. J'en viens donc aux faits, et en particulier aux allégations de génocide. Dès 2014, le journal Nezavissimaya Gazeta, édité à Moscou, publiait un article dont la version française éditée par le magazine Courrier International, titré, je cite, «
Ukraine-Russie, accusation de génocide, vers un scénario à la Kosovar, point d'interrogation. Son auteur soulignait que, je cite, « on entend de plus en plus résonner ce mot génocide ». Fin de citation. Mais il relevait que la Russie va avoir beaucoup de mal à faire qualifier de génocide la situation dans l'est de l'Ukraine par ses homologues occidentaux. Fin de citation. Cet article de presse est contemporain de l'ouverture par le comité d'investigation de la Fédération de Russie d'une enquête sur, je cite, le génocide de la population russophone, fin de citation, vivant dans les oblasts de Louhansk et Donetsk. Le comité d'investigation de la Fédération de Russie est une agence russe officielle en charge des poursuites criminelles au niveau fédéral qui rend directement compte au président de la Fédération de Russie. Son communiqué indique que, je cite, « l'enquête a permis de constater qu'au cours de la période allant du 12 avril 2014 à aujourd'hui, en violation de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que d'autres actes juridiques internationaux condamnant le génocide, des personnes non identifiées parmi les hauts dirigeants